Un Ghost client, mais la différence avec les autres, c'est qu'il ne s'agit pas d'un launcher ou d'un mod, mais bel et bien d'une fenêtre externe conçue pour permettre aux joueurs de prendre l'avantage en injectant du code source. En gros, Vape, c'est un programme externe qui s'injecte dans Minecraft, mais qui peut être fermé à tout moment, sans laisser aucune trace. Le truc, c'est que c'est pas pratique. C'est chiant de devoir passer par un autre logiciel pour configurer la distance de reach ou son autoclick. Peut-être que c'est discret, mais c'est pas aussi ergonomique. C'est pourquoi Manté sort Vape V2, qui est toujours indétectable dans Minecraft, mais qui conserve l'affichage de customisation des cheats comme sur n'importe quel client, comme si c'était un nouveau launcher ou un mod. Et là, ça va commencer à être vraiment intéressant pour ceux qui veulent tricher. À un moment où les serveurs compétitifs, les parties classées, les tournois atteignaient leur apogée, Vape s'est révélé être une véritable pépite pour les tricheurs. C'est en grande partie Vape qui a suscité autant d'inquiétudes de la part des serveurs pour maintenir l'équité du jeu. Et vous allez le voir, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Voici Vape Lite, un nouveau vape à un coût moindre, mais qui cette fois-ci permet d'être indétectable même lors des vérifications. Bien que ça se fait plus trop aujourd'hui, à défaut d'avoir un anti-cheat performant, c'était à l'époque l'une des méthodes les plus utilisées. Des modérateurs de MineMain, déjà ouverts à ce moment-là, avaient d'ailleurs à plusieurs reprises essayé de vérifier des joueurs avec Vape Lite, sans réussir à trouver une seule trace. Et si ça a marché, c'est en effet car ça répondait à un besoin de la communauté, mais à ses lancements pour se faire cette renommée, c'était aussi grâce à un marketing de génie. En France, c'est simple, si vous avez entendu parler de Vape, c'est soit via MyMen ou car vous connaissez des joueurs PVP aujourd'hui, soit à l'époque car vous en avez eu connaissance dans des vidéos YouTube. 2017, c'était à cette époque qu'un Français du nom de Maxou était Community Manager de Vape. Et Manté lui avait demandé de faire des trucs pour attirer un maximum de monde. Le souci, c'est qu'en 2017, on est à la période folle des exposés. S'afficher en train de tricher, même pour rigoler, c'était dramatique. Mais ce gars a réussi à changer la situation de manière radicale. C'est simple, grâce à Maxou et ses potes, le YouTube francophone était envahi de lives et de vidéos remplis de RP cheats, évidemment à la surface pour troller, mais ça donnait le message que tricher, c'était fun. Le premier, c'était Cause, avec notamment un troll faisant croire qu'il trichait en vidéo, en mettant un petit overlay Vape is loading, qui d'ailleurs n'existait même pas sur le logiciel initial. Cette histoire avait fait énormément de bruit, atterrissant dans les oreilles d'Aipierre et faisant réagir tous les gros youtubeurs PVP FR de l'époque, justement car tricher était si diabolisé. Mais toute cette idée, ça provenait à la base du fait que son pote Maxou était community manager chez Vape. Dès lors, Vape était partout, que ce soit pendant une vérification ou en faisant des vidéos, Vape était présent. Dans la vidéo, dans la description, ça consacrait des contenus exclusifs pour le comparer avec d'autres cheats, ça mettait même le trailer de Vape pendant la vidéo. Vape avait l'image du cheat parfait et indétectable. Et puis en voyant que ça marchait si bien avec ce faux drama, ça faisait en sorte que plus ou moins tous les gros youtubeurs ont commencé. Ça a été le tour du groupe de NeverCS de Meshway, les blagues sur un potentiel cheat de l'un d'eux étaient omniprésentes. Meshway Vape, Meshway Vape. Je te dirais, c'est un youtubeur PVP. Jusqu'à arriver à Splashwear qui est allé parler de Vape à la télé. Et tu penses quoi de la... Alors attends, parce qu'on nous dit la PX, VAP, c'est quoi tout ça? Tu dois savoir. Vape. Ouais. Un gros Vape, c'est un logiciel de triche sur Minecraft. Hein. Bref, de l'autre côté, Manté était fier car Maxou a beaucoup promu le logiciel et a réussi à dédramatiser le cheat, du moins dans une certaine mesure. À cette période, plus de la moitié des utilisateurs étaient francophones. Et sans avoir les détails, Manté s'est fait facilement plusieurs millions de chiffres d'affaires rien qu'en l'espace de quelques mois avec Minecraft. Vape était devenu un phénomène dans la communauté PVP, en particulier en France, mais pas que. On en entendait parler sur tous les serveurs, sur toutes les chaînes des youtubeurs Minecraft. On a même eu le droit à une musique officielle de Vape. Looking for the vape, looking for the vape. Bikes caught me in, so it's time to self-destruct. D'ailleurs réalisé par un joueur PVP qui indirectement avouait tricher sans aucun scrupule, mais puisque c'était Vape, il ne se faisait jamais cramer. En novembre 2017, on a eu la sortie de Vape V3, qui apportait encore davantage de mises à jour, de fonctionnalités et un meilleur design. Mais ce n'était rien à côté de la sortie de Vape V4 en mai 2020, pendant le Covid. C'était devenu une dinguerie en termes de fonctionnalités, combinant des cheats complètement obvious comme parfaitement indétectables. Tiens, regardez, là il y a un cheat qui permet littéralement de se faire laguer, mais à des moments précis pour que ce soit avantageux. Ou là encore, pire, un moyen de se déplacer sans que l'adversaire le voie à la demande en appuyant sur une touche. Bref, c'est simple, aujourd'hui on est arrivé à un point où tous les tricheurs dans la communauté PVP savent ce que c'est Vape. Ça marche sur tous les launchers, sur tous les clients, même en Vanilla. Mais bon, c'est cool, mais
quand même, en vrai, est-ce qu'on peut jouer sur MindMan avec Vape? Car on sait que MindMan est fait par Manté, donc s'il sait créer un cheat parfait, il peut créer un anti-cheat parfait, non? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, MindMan est certainement considéré comme le serveur ayant le meilleur anti-cheat. Comparé à Hypixel où là pour le coup, on sait que vous pouvez globalement tricher sans jamais vous faire cramer. Le problème c'est que, justement, quand tu te débarrasses des cheaters, à un endroit où tout le monde cheat, bah il reste pas grand monde. En bannissant les cheaters, il n'y a plus personne. En fait, MindMan, ils en ont fait des ban waves, des vagues de bannissement toutes les saisons, comme il y avait sur Badillon, un ancien serveur PvP. Mais ils se sont rendus compte que leurs joueurs diminuaient drastiquement à chaque fois. Quand d'un coup vous passez d'un serveur de 1400 joueurs constants à plus que 150, 200 connectés, ça pique. Et je vous rappelle qu'à la base, Manté, il est pas là pour Minecraft, mais bien pour la thune. Donc plus de joueurs dit plus d'achat de grade, dit plus d'argent. Du coup, ça veut dire que MindMan ne banne plus. J'ai fait l'expérience, ok? J'ai payé 10 balles l'abonnement Vapelight et passé tout un après ma cheat comme un cochon en une enquête sur MindMan. Je n'ai pas eu un seul message d'un modérateur, d'un anti-cheat ou de je ne sais quoi. Donc pour ceux qui se demandaient, leur anti-cheat ne vous bannira pas avec Vapelight en tout cas. D'ailleurs, Vapelight justement, c'est un abonnement, donc pour fidéliser les clients chaque mois, il faut bien aussi disposer d'un endroit qui permet de l'utiliser librement chaque mois. En revanche, vous pouvez tricher certes, mais pas avec n'importe quoi. Car vous imaginez bien que même si Vape a le monopole aujourd'hui, même s'il y a des gens qui pensent que Manté est un génie, qu'il a codé le meilleur logiciel de triche, il y en a d'autres qui ont essayé de faire la même chose et il y en a d'autres qui ont réussi à faire un truc plus que correct. Sauf que ça, non, c'est mort. Quand Manté s'est rendu compte que d'autres cheats étaient utilisés sur MindMan, concurrent à Vape, toutes les vidéos se faisaient striker. Et les joueurs bannis évidemment. Bon après, si vraiment c'est votre cas, vous pouvez toujours vous arranger avec un petit billet en achetant un unban. Toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger pour faire cette vidéo, qui ont pu côtoyer Manté de près ou de loin, m'ont dit qu'il incarnait une figure énigmatique, presque légendaire, et surtout doté d'une aura si mystérieuse qu'il leur faisait peur. Son skin sur Minecraft c'est un skin de X, et en réalisant cette vidéo, vous vous doutez que j'ai essayé à plusieurs reprises de le contacter pour échanger davantage, mais impossible. Il a juste un compte X sur lequel il y a des RT de Donald Trump, quelques réponses à des tweets, et c'est tout. Sa chaîne YouTube est déserte depuis plus de 7 ans, et semble globalement vouloir rester dans l'ombre. Aujourd'hui, l'empire MindMan Vape est devenu une énorme source d'argent. On a des gens qui ont des chaînes YouTube spécialement consacrées à la promotion de Vape, et ce sont eux qui font toujours tourner le logiciel aujourd'hui, et même s'ils sont sur MindMan et qu'ils se filment en train d'utiliser Vape sur le serveur, ils ne se font jamais bannir. Il faut être conscient que MindMan est devenu un serveur qui commercialise le cheat, et n'est qu'un moyen de faire en sorte que Vape fasse de l'argent. Faites des ranked no debuff sur MindMan, c'est devenu infesté de cheaters. De temps en temps, on aperçoit même Manté sur le hub de MindMan, et c'est rarement sans tricher. Mais tout ça c'est de manière discrète. Si aujourd'hui les gérants de Vape ne sont plus sur le site de MindMan, alors qu'ils sont owner et qu'ils mettent que les youtubeurs admin en avant, c'est pas pour rien. Il y a d'un côté Calvin, Intel, Tryhard qui font gentiment du contenu sur le serveur, et de l'autre, un véritable business exploitant le marché de la triche. Et cette double facette veut être cachée à un maximum. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Un immense merci à tous ceux qui ont déjà rejoint le Patreon, à tous ceux qui partagent, qui regardent. C'est beaucoup de travail, mais vous avez toujours été... Mais il se révèle très très tard. La seule chose que je peux vous dire pour l'instant, c'est quand on fait une nouvelle partie, on se réveille sous les étoiles. Et il y a le feu qui crépite, et il y a juste à côté de nous Ardoise qui nous dit « Ok, bah t'es prêt à partir en voyage, prends tes codes de lancement, prends ta fusée, et juste vas-y. » Il y a un premier truc étonnant qui est arrivé très très vite dans le jeu, la fusée en haut de la tour que vous voyez, les codes de lancement pour pouvoir monter la tour sont à l'autre bout du village, et évidemment j'ai voulu faire le malin, évidemment la première fois j'avais la flemme d'aller les chercher, je suis descendu dans la place du village et j'ai vu ce geyser. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Est-ce que fondamentalement il y a vraiment besoin des codes de lancement? Peut-être par là. J'ai peut-être fait une erreur. Oh 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 oh! La fusée! La fusée! Non! Oh là là là! Quelle erreur! Je pensais que vous pouvez plus que ça dans l'air. C'était... Oh, il y a les crédits, vous êtes sérieux? Vous voyez ça? Ça c'est pas banal.
Mourir et se prendre les crédits de fin de jeu en mode yes, bien joué, à la prochaine, va jouer à autre chose. Ça veut dire deux choses, soit c'est un jeu où j'ai jamais le droit de mourir, sinon c'est retour à la case départ, mais c'est peu probable. Soit c'est un jeu qui utilise la mécanique de mort de façon très spéciale. Ok, reprenons plus lentement cette fois. Cette adorable planète s'appelle Atrebois et c'est là que vivent les Atriens. Ils sont bleus, ils ont 4 yeux, ils sont très sympathiques et ils sont très curieux et très très bons avec la technologie. Et depuis pas très longtemps, ils ont un programme spatial. Il s'appelle le programme Odyssey en français, mais en anglais il s'appelle Outer Wilds. Et on commence là où on commence parce que sur Atrebois, la tradition, c'est quand un jeune astronaute va faire son premier voyage dans l'espace, la nuit avant, il dort sous les étoiles. C'est pas un hasard si les codes de lancement sont à l'autre bout du village. Le but c'est qu'on parle à tout le monde et comme le jeu est bien pensé, il va y avoir énormément de petits trucs sur la route qui vont nous préparer au voyage à venir. Genre par exemple, regardez-moi ce game design extrêmement clean. Il y a deux gosses qui veulent jouer à cache-cache. Et ils vont se planquer avec une radio. Et donc évidemment à ce moment-là on t'apprend à utiliser l'onduloscope qui est un outil qui permet d'entendre les sons de loin. Et tu trouves les gosses grâce à l'onduloscope. Et tu tombes immédiatement sur la grand-mère qui joue de la guitare, qui te dit « Est-ce que tu sais que ton onduloscope, il marche de vraiment vraiment loin? Et est-ce que tu sais que j'ai fait les instruments de tous les voyageurs qui sont partis avant toi ?» Hein, attendez, mais du coup, est-ce que ça veut dire que... Oh. Oh. Écoutez! C'est quoi ce jeu? Il est fou! Il y a quelqu'un qui siffle sur la lune! Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Non mais... J'ai un très très bon pressentiment vis-à-vis d'Outer Wilds, vraiment très très bon. Je sais pas vous, mais je me dis que... S'il y a un gars qui siffle sur la lune, ça veut pas juste dire que j'ai des gens à retrouver, ça veut dire que je peux aller sur n'importe lequel des astres que je vois passer dans le ciel depuis tout à l'heure. C'est un appel à l'aventure de fou furieux, c'est l'équivalent sonore de commencer un jeu en étant au sommet d'une falaise et de voir la plaine devant toi, je peux aller partout où je vois. Sauf que là c'est l'espace. Ce terrain de jeu sur lequel on est, il est terminable en allant à deux endroits. Vraiment. Il faut en moyenne 15 heures à peu près tout le monde pour finir Outer Wilds, mais finir le jeu c'est aller à un endroit puis aller à un autre. Grand max 10 minutes. Il faut 15 heures à tout le monde parce que c'est le temps de comprendre. Il n'y a jamais aucune clé, il n'y a jamais aucun pouvoir qui vous empêchera d'aller quelque part. Le seul truc qui détermine si vous êtes proche ou pas de la fin du jeu, c'est la quantité de trucs que vous avez compris. Et vous pouvez aller partout. Il y a un truc qui brille un peu plus que les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il reste 2 ou 3 trucs intéressants à faire dans le village, s'entraîner à piloter la fusée avec la petite maquette adorable par exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a un succès si vous arrivez à la poser sur la lune? Puis on apprend à pas s'approcher de la matière fantôme. Vous voyez les cristaux bleus là, très jolis? En fait ils indiquent la présence d'une matière qu'on peut pas voir à l'œil nu, seulement en photo, et qui tue les gens s'ils s'approchent trop. Apparemment c'est un truc qu'on trouve un peu partout dans le système solaire, et ça se dissout naturellement au fur et à mesure du temps, donc dans un siècle ou deux il y aura plus besoin de la barrière. Aussi la partie que vous êtes en train de regarder c'est pas la deuxième, c'est la troisième, parce que pendant la deuxième partie je suis rentré dans l'enclos avant de lire les instructions. Voilà. Il y a aussi apprendre à utiliser le veilleur, qui est un petit robot qu'on envoie pour prendre des photos, là où on peut pas aller, regardez, on peut prendre des photos de nous-mêmes. Et puisqu'on a enfilé la combi, c'est le moment de descendre dans les grottes de la planète jusqu'à un endroit qui s'appelle la grotte zéro gravité, où vous pouvez vous entraîner à vous déplacer en zéro gravité, utiliser les propulseurs sur la combi. Vous savez que la roche d'Atrebois est percée de milliers de diamants qui scintillent comme des étoiles, et vraiment une fois dans la grotte antigravité, si on éteint les lumières, on a l'impression d'y être. Et notre dernière étape avant de partir dans l'espace, c'est le musée, qui est tout au fond du village, et on a l'objet le plus important du jeu à récupérer ici en fait, et c'est pas les codes de lancement. Le musée, c'est une collection de 1000 trucs incroyables qui vont nous attendre dans l'espace. Il y a des pierres qui inversent la gravité. Il y a des petits poissons aliens adorables. Il y a un caillou qui bouge quand tu le regardes pas. Et il y a un expo en papier mâché sur les stades de vie d'une étoile. J'ai pas dit que tout serait incroyable. Surtout, il y a les Nomai.
Si vous vous attendiez à ce que j'aille explorer des cailloux vides, non. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu dans le système solaire avant nous. Il y a une race apparemment extrêmement avancée qui vivait sur quasiment toutes les planètes du coin qui s'appelait les Nomai. Et ils sont plus là. Et personne ne sait pourquoi. Et c'est le truc qui en même temps inquiète et intéresse le plus les Atriens. Pourquoi il n'y a plus de Nomai? Et ça c'est l'objet le plus important du jeu. Je suis pas juste la dernière recrue à partir, je suis le premier dans le programme Odyssée à partir avec un traducteur. Ils ont réussi à créer une machine qui comprend le langage des Nomai, donc je suis la première personne qui a une chance de comprendre ce qui leur est arrivé. Et vraiment, c'est ça l'objet le plus important du jeu. 95% des grandes révélations que vous allez avoir dans ce jeu, elles arriveront à un moment où vous avez le traducteur entre les mains. Parce que les Nomai, sans le vouloir, ont laissé un immense puzzle pour expliquer ce qui se passe dans ce système. Ok, du coup, j'ai enfin eu les codes de lancement, merci, et il n'y avait plus rien pour m'empêcher de partir. Si, il y a quand même une statue Nomai qui a fouillé dans mon cerveau quand même. Est-ce que les Atriens savaient que les statues pouvaient faire ça? Non, d'ailleurs ils vont pas vous croire, et le jeu a aucune intention de vous filer la moindre explication, en tout cas pas à ce moment-là. C'est le premier exemple d'une très longue liste de dès qu'il vous arrive un truc sur Outer Wilds, vous avez plein de questions et pas beaucoup de réponses. Et du coup, bah c'est l'heure hein. Et après avoir passé autant de temps à se préparer à l'espace dans le village, quand on va vraiment te confier la fusée pour la première fois, il y a un léger stress. C'est le... Ok, alors, c'est le grand moment. Dans les simulations, quand je conduisais la petite, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas une seule fois où je l'ai pas crash. Donc chill, on y croit. On se concentre.